Plusieurs de vos compagnons sont morts d'une manière atroce dans cette exploration de la tombe maudite. Même Jorgle, le droit, commence à vous regarder d'un œil mauvais. Enfin, au détour de ce tunnel humide, vos torches finissent par éclairer de leur lueur vacillante l'objet de votre recherche. Devant vous, une énorme sphère de basalte flottant au-dessus du sol, tournoyant lentement sur elle-même, dévoilant de multiples runes gravées à sa surface. Enfin vous y êtes. Vous avez atteint le tombeau de l'œil sorcier, ce puissant magicien des temps anciens. Certains à une époque l'appelaient Neneuil, mais vous vous garderez le classique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui est sorti déjà de nombreuses années, mais traduit l'année dernière par Achilleos, qui est DCC, donc Dungeon Crawl classique. Et donc, je voulais vous... alors qu'il est déjà sorti, ça fait déjà un an, tout simplement, Achilleos vient de lancer sa précommande pour leur nouvelle traduction, en fait, pour la suite de leur traduction des modules. Et également, pourquoi? Parce qu'en année, et je vais faire un petit retour, effectivement, sur notre ressenti sur le jeu. Alors, qu'est-ce que Dungeon Crawl classique? Pour moi, Dungeon Crawl classique, c'est pas... J'ai vu beaucoup de critiques, de vidéos, machin, etc., qui expliquaient que Dungeon Crawl classique, en fait, c'était surtout... axé surtout sur la nostalgie. Alors effectivement, Dungeon Crawl classique, qu'est-ce que c'est? C'est le digne successeur de ça. C'est exactement le digne successeur de ça. Pourquoi? Alors, on va dire, Fred, tu déconnes, tu es en train de nous dire que c'est pas que de la nostalgie, et tu nous montres une vieille boîte de donjons. Ok. Effectivement, pourquoi en fait, c'est vraiment un successeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeu, sous ses aspects rétro, est quand même résolument moderne sur pas mal d'aspects et qui sont quand même très très intéressants, je trouve. Alors, comment sont définis en fait des personnages dans Dungeon Crawl classique en fait? Donc effectivement, donc c'est des caractéristiques tout à fait classiques hein, qui s'inspirent de donjons, il n'y a aucun doute. Hein. Donc on a la force, on a l'agilité, on a la présence donc, qui correspond au charisme, on a l'intelligence. Donc on a les 6 caractéristiques de base et on a une caractéristique supplémentaire qui est la chance. Alors la chance, c'est un peu différent, c'est une ressource. Vous allez la dépenser en fait dans vos vous avez la dépenser dans vos actions pour vous donner des bonus. Mais dès que vous utilisez votre chance, celle-ci baisse et n'est jamais récupérée, sauf au bon vouloir du maître de jeu, ou alors pour 2 classes spécifiques, mais ça on verra ça après, qui sont le voleur et le hobbit. D'ailleurs, en fait, qu'est-ce qu'on joue dans Dungeon Crawl classique, en fait? Qu'est-ce qu'on joue? Donc on joue... Alors, Dungeon Crawl classique a repris le principe des premières versions de Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'une race égale une classe. Hormis pour les humains, bien entendu, qui, eux, peuvent être déclinés en guerrier, en voleur, en magicien, et le quatrième en clerc. Et en parallèle de ça, on a le nain. Donc le nain, c'est une classe. Hein. Le nain, vous n'aurez pas un nain magicien ou un nain clerc, vous avez un nain. Point. Vous avez le hobbit, pareil, donc, qui est une classe à part entière. Vous avez l'elfe. Et donc, en fait, ça plus ou moins en parallèle avec les classes humaines. C'est-à-dire que le nain, c'est un guerrier. L'elfe, c'est un peu un guerrier magicien, donc il se rapproche plus du magot, mais guerrier magicien, ouais, donc un peu plus balèze aux armes. Le hobbit, alors le hobbit, c'est une classe très intéressante, car le hobbit, lui, peut donner sa chance à quelqu'un d'autre du groupe. C'est le seul qui puisse faire ça. Et lui va pouvoir récupérer un point de chance par niveau et par jour. Donc, c'est en fait le porte-bonheur du groupe. Donc, voilà. Et enfin, nous avons effectivement l'elfe. Non, l'elfe, j'en ai déjà parlé. L'elfe, en fait, voilà, oui, j'en ai déjà parlé. Voilà. Ça, c'est pour toutes les classes qu'on peut avoir. Alors, vous allez me dire, bon, ok, d'accord,
Mais bon, qu'est-ce que ça apporte? Alors, à Dungeon Crawl classique, en fait, chaque classe est quand même très typée. Vous allez avoir, par exemple, le guerrier. Le guerrier, il va avoir ce qu'on appelle des dés de haut fait. Donc, quand il va attaquer, plutôt que d'avoir un bonus fixe à son bonus d'attaque et son bonus de dégâts, comme dans Donjon, il va lancer un dé. Un dé, au départ, au premier niveau, c'est un dé 3, et après, le nombre de faces de ce dé va augmenter avec son niveau. Et dès qu'il fait 3, enfin, il va annoncer une action héroïque, un peu narrative, genre, je sais pas, je fais un roulé-boulé entre les jambes du garde, je me relève derrière, et je lui mets un coup d'épée. Là, bah, vous allez lancer votre dé 20, vous avez lancé votre dé de haut fait, donc qui est ce D3 au niveau 1, et si vous touchez votre adversaire et que le dé de haut fait 3 ou plus, ce que vous avez annoncé pour l'attaque se passe. Je sais pas, ça peut être j'essaye de l'aveugler, je vise l'œil du basilic, etc., etc. Et si vous touchez et que le dé de haut fait 3 ou plus, en fait l'action se déroule telle que vous l'avez annoncé. Donc ça fait un peu un guerrier narratif, ce que je trouve assez sympa. Donc je parlais du clerc, voilà, donc le clerc, effectivement, donc oui, en fait, dans les tables qui caractérisent une classe, nous avons toujours en fait le bonus d'attaque. Table de critique, j'en parlais à Ré après, c'est vraiment un truc vraiment très moi que j'adore en fait dans DCC, toutes ces tables de critique, le dé d'action, c'est en général toujours un dé 20. Vous voyez, à partir du niveau 6, c'est un dé 20 plus un dé 14. Ça veut dire que vous avez une action avec un dé 20 et une action avec un dé 14. Voilà, donc les dieux, le guerrier. Donc le guerrier, comme j'expliquais tout à l'heure, avec ses dés de haut fait, donc des 3, des 4, etc., qui augmentent. Et dès que vous faites 3 ou plus, le haut fait est réalisé. Donc le coup critique, les coups critiques qui commencent à 19-20, alors que les autres classes c'est 20, etc. Le mage, hein, donc pareil, donc, voilà. La classe du voleur. Donc ce qui est intéressant, c'est que le voleur, en fait, selon son alignement, ah oui, dans DCC, en fait, il y a 3 types d'alignement. Nous avons loyal, chaotique ou neutre. Et en fait, c'est exactement comme dans Donjon, c'est-à-dire dans Donjon, en fait, le voleur, c'est le seul qui a vraiment une espèce de compétence. Hein. Et les compétences du voleur, en fait, voilà, donc en fait, une espèce de compétence. Donc en fait, les compétences du voleur n'ont pas les mêmes bonus en fonction de son alignement. Un voleur chaotique va avoir de grosses bonus sur son attaque sournoise, par exemple. Voilà. Ces dessins qui sont vraiment très très chouettes. Hein. Donc l'elfe, donc mi-guerrier, mi-magicien. Hein. Tu vas voir l'elfe. Le hobbit, donc le hobbit, le porte-bonheur du groupe. Celui qui va pouvoir donner en fait ses points de chance à quelqu'un d'autre dans le groupe. Et donc un hobbit, c'est une classe. Il n'est pas hobbit guerrier ou hobbit voleur, il est hobbit, point. Le nain, bah, pareil, il n'est pas nain magicien, nain clerc, non, c'est un nain, point. Pareil, donc voilà. Donc ça, on a fait le tour des classes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de très particulier dans ce jeu? En fait, on a en fait les dés spéciaux. Je vais vous montrer les dés spéciaux. Une des grosses caractéristiques des CC, c'est en fait ces dés spéciaux. Vous voyez, vous avez en fait toute une gamme de dés en fait avec des dés qui n'existent pas dans d'autres jeux. Il faut être très clair. Vous avez le D3, le D4 qui existe ailleurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup la forme du D4 de DCC. Par contre, vous avez le D5, le D7, le D14, le D16, le D24 et le D30. Alors pourquoi tous ces dés un peu spéciaux? Pourquoi? Parce qu'à DCC, quand vous avez un bonus sur une... Parce qu'à DCC, quand vous avez un bonus sur une action, en fait, la plupart du temps, vous lancez un D20. Mais admettons que vous fassiez une attaque dans le dos. Bon, eh ben, votre D20, il va passer en D24. Voilà. Si vous avez un désavantage, par exemple, donc il n'y a pas de notion de désavantage dans les DCC, mais au lieu d'attaquer avec un D20, vous allez attaquer avec un D16.
Donc, c'est pas pareil. Franchement, je trouve que ça donne un petit feeling vraiment sympa du jeu, d'avoir des dés comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, il y en a certains qui râlent qu'effectivement, parce que vous achetez le set de dés, c'est 25 euros. Alors, on peut estimer que c'est un peu cher, effectivement. D'un autre côté, bon, hein, c'est quoi 25 balles, hein. Pas grand-chose, en fait. Si chacun des joueurs, moi, chacun de mes joueurs a acheté son set de dés, et je pense qu'aucun ne regrette. Voilà pour les dés spéciaux de DCC. Je voulais maintenant aborder un point, en fait, sur DCC qui concerne la mortalité. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de posts qui disent bon, que Dungeon Crawl Classic est très mortel, voire certains qui disent je ne vois pas l'intérêt d'avoir plein de persos pour qu'ils servent de chair à canon à un maître de jeu sadique. Alors, vous pouvez avoir des maîtres de jeu sadiques, hein, il y en a, hein, parfois, des fois, moi-même. Mais bon, je digresse. Et en fait, je dirais non, non. Oui, effectivement, Dungeon Crawl Classic, DCC est plus mortel que des D5. Mais tout est plus mortel que des D5, il faut être très clair. Hein. En fait, DCC est même moins mortel que les premières versions de Donjons et Dragons. Je m'explique, quand vous tombez à 0 point de vie, alors c'est clair, 0 point de vie, termine. Non. Non. En fait, vous n'êtes pas mort tout de suite, vous êtes mort au bout d'un nombre de runes égal à votre niveau. Vous êtes niveau 1, au bout d'un round vous êtes mort, vous êtes niveau 3, 4, au bout de 4 rounds vous êtes mort, etc. Si on ne vous a pas ramené effectivement à 0 point de vie. Là, vous n'avez pas de jet de sauvegarde contre la mort avec, comme des D5, hein, non, non. Une fois que vous êtes arrivé à votre round fatidique, donc votre personnage est mort. Par contre, enfin, est mort, peut-être. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un vient récupérer votre corps, alors je me rappelle plus exactement le délai, mais enfin bon, il est quand même assez long. Si quelqu'un récupère votre corps alors que vous êtes tombé, en fait, votre personnage va lancer un des 20 sous sa chance. S'il fait inférieur ou égal à sa chance, en fait, votre personnage n'a pas été tué, il était inconscient. Il était inconscient, il va revenir à la vie. Bon, alors bien sûr, la blessure qu'il vient de subir va lui donner des malus sur une caractéristique. Il faut éviter que ça arrive quand même tous les 10 minutes, sinon en fait il ne va pas rester grand-chose de votre perso. Mais toujours est-il que quand vous êtes pas forcément mort. Alors, des personnages avec beaucoup de chance, quoique j'ai un joueur, hein, il avait 17 de chance, il est mort, hop, il tombe. Le combat se termine, on vérifie s'il est vraiment décédé. Lance un des 20. Si tu fais 17 ou en dessous, monsieur fait 18, son hobbit, en fait, il était un peu à de patresse. Hein. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, il faut distinguer aussi deux choses. Il faut distinguer, en fait, les modules dits funnel. Alors, funnel, c'est le terme VO. Hein. Fun, tunnel, funnel. En VF, on a dû traduire ça par entonnoir, si je ne me trompe pas. Là, c'est un mode de jeu très particulier de DCC. C'est pas le jeu en lui-même. Hein. Vous avez, ça fait partie du jeu, mais vous utilisez quasiment aucune règle des DCC. Il y en a très très peu de les règles que vous allez utiliser. Vous n'utilisez pas la magie, vous utilisez pas la magie divine, vous utilisez pas vous n'avez pas de classe, etc. Vos personnages, c'est paysans et bibines. Hein. C'est en fait les mecs qui prennent leur fourche, montent à l'assaut du château où le vampire les attend. Quoi. Bon, alors, ils sont 30, ils vont peut-être en ressortir 2. Effectivement, là, par contre, c'est mort. Ils ont un des 4 points de vie, et à 0 point de vie, ils sont morts. Et là, ils n'ont pas de jet de chance, pour savoir si... Donc, effectivement, c'est très mortel. Mais c'est qu'une facette du jeu de DCC. C'est que, en fait, il faut considérer ça comme un tirage de personnages, quelque part. Et vous n'êtes pas obligé de jouer, d'ailleurs, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire des niveaux 0. Hein. Vous pouvez commencer des niveaux 1, rien ne vous l'interdit. Donc effectivement, là, si on ne prend que cet aspect, on va se dire c'est hyper mortel. Sinon, en fait, oui, c'est mortel, c'est mortel comme, mais bon, voilà,
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. Et donc, en fait, moi, je préfère quand même qu'il y ait... D'ailleurs, en fait, j'ai des joueurs qui m'expliquent avant de la partie, ils me disent, putain, j'espère que mon perso, il va survivre. Donc, quand il me dit ça, quelque part, il va faire attention. Il s'y attache, quoi. Si, on sait très bien que ça va être... Il va falloir faire gaffe, quoi, hein. On n'est pas là au pays des bisounours et on fait on racle pas des donjons, hein, comme si on ouvrait la porte d'une taverne, hein. On est bien d'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, DCC est mortel. Oui, dans une certaine mesure, plus que DD5, ça c'est sûr, mais tout, comme je disais, tout est plus mortel que DD5. Par contre, je ne pense pas qu'il soit vraiment plus mortel qu'un autre jeu d'Heroic Fantasy tout à fait classique. Voilà ce que je voulais dire sur la mortalité. En tout cas, c'est pas paranoïa Medfan, hein, on est bien d'accord. Voilà ce que je voulais dire sur la mortalité. J'ai à peu près fait le tour sur ce sujet. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui. Pareil. Alors, DCC, je vois souvent dire c'est un pavé de règles. Effectivement, DCC, c'est que des règles, hein. Vous voyez la taille du truc, hein. Il fait, je sais plus combien il fait de poche. DCC fait, donc c'est un pavé de 470 pages, hein, donc sans monde, hein. Il n'y a pas de monde, hein, dans DCC, hein, c'est que des règles. Vous allez me dire, putain, c'est énorme, jamais, enfin, alors, sachez, amateurs de donjons, que Donjons et Dragons, c'est 900 pages. Ça relativise un peu les choses, hein. Si vous prenez le Player Handbook, le Monster Manuel et le Dungeon Master Guide, c'est plus de 900 pages. Là, vous avez 470 pages et vous avez tout. Et encore, sur ces 470 pages, la plupart des pages sont c'est en fait les sorts, donc la magie. Je vais vous expliquer pourquoi ça prend autant de place. Et ça peut faire peur, mais en fait, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Je voulais passer maintenant aux points forts. Les différents points forts de Dungeon Crawl classique. Alors, les points forts, pour moi, il y en a plusieurs. Il y a la magie. La magie est pour moi tout simplement dans le milieu du Medfan, hein, c'est quelque chose qui se fait de mieux. Chaque sort en fait a une table où votre magicien va lancer son dé d'incantation plus son niveau. Enfin bon, je vous passe les détails. En gros, ça va être un des 20 plus son niveau plus éventuellement quelques bonus d'intelligence et ce genre de choses ou d'autres bonus d'objets magiques. Enfin bon, voilà. Et il va consulter sur la table le résultat de son sort. Son sort peut arriver d'être être raté. Dans ce cas-là, il oublie le sort, comme un DD5, comme un Donjon et Dragon. Mais par contre, s'il réussit le sort, en fait, il ne le perd pas. Donc il peut le relancer tant qu'il veut, tout le temps. Voilà. En sachant que le fumble, hein, le 1, c'est très mal, parce qu'en fait, le magicien, dans ce cas-là, la magie va le corrompre. Il risque d'avoir, je sais pas, une tentacule qui lui pousse, il perd ses cheveux, perd ses ongles. Et au bout d'un moment, ça fatigue son magicien quand même, hein, parce que, voilà, hein, il va finir dans sa tour à moitié fou au bout des fumbles qui ne manqueront pas d'arriver à un moment donné ou à un autre. Ça, je vous montrerai les tables des différents sorts après. Pareil, alors, le point fort aussi, donc la magie, parce qu'on a la magie profane, mais on a la magie divine. La magie divine pour les clercs. Alors, le clerc, pareil, peut lancer ses sorts autant de fois qu'il veut. Peut faire, alors, les sorts de soins, en fait, il n'y a pas de sort de soins. C'est une imposition des mains qui va rendre des points de vie à un personnage qui est blessé. D'ailleurs, voilà. Par contre, ça, il peut le faire tous les rounds. Il peut le faire tous les rounds sans exception. Il va pas pouvoir le faire une fois, deux fois, trois fois. Non, non, il va pouvoir le faire 20 fois, 50 fois s'il veut. Sauf que, vous allez me dire, ah, s'il peut le faire tout le temps, pourquoi il ne le ferait pas? Oui, alors là, pourquoi? Parce que quand un clerc lance un sort ou faire une imposition des mains et qu'il rate son jet de dés, dans ce cas-là, il gagne un point de défaveur. Et ces points de défaveur vont se cumuler en fonction des échecs. Et dès que le D20, enfin dès que la prochaine incantation d'un sort ou d'une imposition des mains
tombe est inférieur ou égal au au nombre de défaveurs, dans ce cas-là, la divinité en question veut dire bon, écoute, mon représentant là, en fait, c'est vraiment un guignol. Il va falloir que je lui remette un peu les choses au clair et on va peut-être lui infliger une petite pénitence ou un truc pour lui expliquer que d'arrêter de faire le con et d'arriver de me représenter correctement sur cette terre. Quoi. Et donc, du coup, en fait, le clerc va se limiter lui-même à un moment donné. Hein, mais je vais vous montrer aussi ça dans l'étape parce que c'est vraiment bien foutu. Donc ça, c'est sur toute la partie magie qui est vraiment très très bien. D'ailleurs, je vous montre immédiatement. Alors voilà, je vais vous donner un exemple pour la magie. Là, je vais prendre le sort main brûlante, en fait, que vous connaissez certainement d'autres jeux, dans d'autres jeux de rôle classiques. Donc, en fait, comment se présente un sort? Il se présente toujours sous la forme d'un tableau, où l'incantateur va lancer son dé20, plus son niveau, et plus ses bonus, et va regarder en fait ce qu'a donné son sort, l'effet du sort. Bon, je vais pas vous passer en fait la magie mercurielle, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, parce qu'en fait, en gros, aucun sort n'est identique à DCC, c'est-à-dire que deux lanceurs de sorts qui ont le même sort, il y a toujours un effet plus ou moins secondaire qui est différent par rapport à l'un ou l'autre. Donc en fait, ça nous donne un panel quasiment illimité des sorts, mais ça c'est autre chose. Prenez main brûlante. Alors par exemple, bon, effectivement, il fait entre 2 et 11, il se passe rien, il rate son sort, le sort est perdu, il faudra le remémoriser le jour prochain, le lendemain matin. Ok. Voilà, vous faites 12, 13, un jet de flamme fait un des 3 points de dégâts. Et en fait, en fonction de plus vous faites haut, plus il se passe quelque chose. Par exemple, plus l'effet est différent et important. Genre, par exemple, main brûlante, si vous faites 28, hein, donc il y a 28, hein, il faut avoir un certain nombre de points d'intelligence, de niveau, etc. Et donc, ou faire un critique. Et dans ce cas-là, en fait, l'incantateur, effectivement, projette une gerbe de flamme de 3 mètres de large, de 9 mètres de long, et inflige 3d6 points de dégâts, plus son niveau d'un incantateur de dégâts à toutes les cibles. Tout d'un coup, main brûlante, ça fait un peu boule de feu, là. Ou alors là, vous avez, quand vous faites 32 ou plus, l'incantateur peut projeter un arc de flamme à 360 degrés autour de lui. Il peut sélectionner un angle de 0 à 180. Donc en fait, il va en gros, il se transforme en lance-flamme. Hein. Donc voilà, vous avez un niveau de... Donc en fait, votre sort de main brûlante va augmenter sa puissance avec vous, en fait, avec votre niveau. Mais pas... et même ses effets vont être différents. Quoi. Il va pas faire juste plus de dégâts, il va faire autre chose. Et ça, c'est vraiment un des gros points forts, effectivement, de la magie de donjon, de Dungeon Crawl classique. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très bon et assez unique. Et en fait, c'est vraiment novateur pour moi, je trouve. Hein. Voilà. Alors bien sûr, par contre, il peut y avoir un peu quelques petits problèmes. Si vous faites un, vous allez vérifier qu'est-ce qui se passe. Et en fait, vous pouvez, en tant que magicien, vous taper des corruptions. Et ça, c'est pas bien. Alors, vous avez la corruption mineure. Un exemple, là, je prends au hasard. Le personnage a des lésions douloureuses sur la poitrine et les jambes, des plaies ouvertes sur les mains et les pieds qui ne guérissent jamais. Cool. Vous voyez, vous avez l'évolution d'un magicien. Hein. Donc là, tout va bien. Là, je sais pas, il a eu quelques petits problèmes. Hein. Après, vous avez corruption majeure, corruption supérieure. Alors là, c'est l'apocalypse. Hein. Transformation corporelle, lancer un D6, des écailles poussent sur tout le corps. Votre magicien n'a plus qu'à se réfugier dans sa tour et ricaner avec les corbeaux. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la magie profane. Donc la magie divine, c'est exactement pareil. Alors, sauf que vous voyez, entre 1 et 19, comme je disais, par exemple, là, c'est un sort niveau 5. Hein, donc entre 1 et 19, c'est un échec, c'est un énorme sort. Hein, ça, hein. Il faut faire plus que 19 pour le réussir. Mais là, c'est contrôle du climat, par exemple. Alors là, donc entre 1 et 19, c'est un échec, mais par contre, il n'est jamais oublié, comme je disais. Par contre, vous avez la défaveur de votre dieu, qui va rentrer en compte. Et donc là, mais c'est pareil, pour la magie profane, vous allez lancer un D20, enfin la magie divine, vous allez lancer un D20, plus vos bonus, et en fonction du résultat, en fonction du
résultat du dé, ça va donner un effet différent. Le clair altère légèrement le climat afin d'obtenir de meilleures conditions météorologiques. Bon, c'est sympa, ok, d'accord, une légère brume, ok, ça c'est cool. 40 plus, là, par contre, c'est pas la même chose. Le clair apporte la destruction ou le calme absolu dans une zone. Des tornades remplies d'éclairs dévastent les places fortifiées. Des tsunamis charriant des icebergs ravagent les côtes. Là, on n'est plus tout à fait dans le même niveau. Donc, en fait, vous arrivez effectivement à avoir des sorts apocalyptiques et avec des effets extraordinaires, identiques pour la magie divine. Donc, ça, je voulais vous présenter, en fait, donc, la magie, que ce soit divine ou profane, a toujours effectivement ce genre de tableau que vous avez fait. C'est-à-dire si vous avez 5 de défaveur et que vous avez fait 5 ou des 20, dans ce cas-là, vous tapez une défaveur de niveau 5. C'est-à-dire vous allez lancer 5 des 4 que vous allez cumuler et vous allez lire le résultat. Ça va aller depuis le résultat 1, qui est encore assez cool. Le clerc doit expier ses péchés, il ne doit rien faire d'autre qu'entonner des chants et des incantations au cours des 10 prochaines minutes, commençant dès que possible. Donc il faut un peu expier ses fautes. Et vous pouvez aller jusqu'à le clerc est provisoirement incapable de repousser les créatures impies. Le clerc perd l'accès à ses sorts. Le clerc subit immédiatement une pénalité de -2 à ses tests d'incantation, etc., etc. Donc ça va être les défaveurs que va vous donner votre divinité pour ne pas avoir su apporter sa bonne parole sur les terres de Dungeon Crawl classique. Voilà, pour la défaveur. Dans les autres points forts de Dungeon Crawl Classic que je voulais aborder, c'était en fait les critiques. Contrairement à, par exemple, à des D5 où les critiques ne sont que lancer un dé, relancer les dés et faire des dégâts supplémentaires, qui en fait, un des problèmes de DD5, et ça n'engage que moi, hein, mais pour moi c'est un problème, c'est que les critiques sont totalement inutiles. À partir du niveau 6 ou 7, les créatures en face ont tellement de points de vie que rajouter un D10 points de dégâts, c'est rigolo, mais en fait ça va pas faire avancer les choses. Hein. Mais d'accord. Là par contre, dans DCC, en fait, vous avez en fait des tables de critique et c'est le truc le plus fun que je trouve depuis Rollmaster. Oui, parce que je suis un grand fan des tables de critique de Rollmaster, hein, sachez-le. Donc en fait, chaque classe et en fonction de son niveau et de sa classe, va taper sur une table de critique quand il fait 20. Il va lancer un dé sur cette table de critique modifiée par sa chance et ça va faire des effets un peu différents et vraiment assez fun, quoi. Par exemple, alors je mets mes lunettes, qu'est-ce qu'on peut trouver? Les tables de critique, qu'est-ce qu'on a dans les tables de critique? Vous allez avoir quoi? Alors, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Donc voilà, donc je vais vous montrer les tables de critique, ce sera plus simple. Donc en fait, les tables de critique, il y en a plusieurs. Donc vous voyez, oui, les personnages niveau 0 et les mages vont taper sur celle-ci, les voleurs et les elfes vont taper ici, les clercs, les hobbits, les guerriers de niveau 1, 2, etc. vont taper. Vous avez donc combien de tables? Vous en avez 5 comme ça. Et donc la plus grosse table, en fait, c'est les guerriers et les nains de niveau 5 ou plus, ou 6 ou plus. Et là, les tables de critique, effectivement, sont très narratives. Par exemple, si je prends, vous brisez l'arme de votre adversaire, s'il n'en a pas, vous lui infligez 2d12 de dégâts en plus. Votre coup fracasse le sternum de votre ennemi. Et ça peut aller, vous éclatez le crâne de votre ennemi comme un melon, il subit 3d12 points de dégâts, il doit réussir un jet de sauvegarde de vigueur, ou mourir en un des 3 rounds. Voilà, donc les tables de critique, en fait, ça me rappelle beaucoup les tables de critique de Rollmaster, de MERP, que j'aime beaucoup, parce que du coup, en fait, ça donne... votre critique a vraiment un effet visuel, c'est là où vous allez vous en rappeler, quoi. Vous faites un critique, vous rajoutez un D10, à la limite, on s'en fout. Hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, par contre, un critique visuel comme ça, pour moi, je trouve ça génial, quoi. Voilà, donc, l'avoir remis effectivement dans un jeu, un dungeon, on va dire un dungeon-like, hein, si on veut, c'est vraiment très très bien. Bien sûr, qui dit table critique dit table de fumble ou de maladresse. Alors là, il y a un truc rigolo, c'est-à-dire que les fumbles ou les maladresses, le dé que vous avez lancé pour le fumble est en fonction de votre armure. Plus votre armure est lourde, plus le dé est gros. Et plus le dé est gros, et plus l'effet peut être un peu embêtant, on va dire. Hein. Voilà, votre attaque mal maîtrisée vous déséquilibre, vous subissez un malus de -4 à votre prochaine attaque.
Ou alors, par exemple, faites 15, vous réussissez, on ne sait comment, à vous blesser vous-même, subissant des dégâts normaux. Voilà, donc en fait, donc nous avons des tables de critique, les tables de maladresse, en sachant que les monstres aussi ont des tables de critique particulières. Euh, les, euh, les dragons ont leur table de critique, les morts-vivants ont leur table de critique, et ça donne quand même une couleur, un truc quand même vachement fun au combat, et ça, moi, je ne peux qu'approuver. Si on veut continuer dans les points forts du jeu, il faut absolument parler des modules. Les modules, pour moi, sont vraiment, vraiment, vraiment un point fort de DCC. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont donc, vous avez bon, un tas de modules qui existent. Par exemple, quelques exemples. Le fléau des rois barbares, par exemple celui-ci. Enfin bon, bref, vous en avez. Bon là j'ai en fait j'ai à peu près j'ai tout ce qui est sorti en français à l'heure actuelle, donc vous en avez un certain nombre. Et tous, en fait, c'est en fait une aventure enfin, un nombre de pages relativement court. Vous avez, ça ça va dépendre des modules, mais vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, entre une vingtaine et une trentaine de pages. Euh, Ils sont tous très typés et je trouve qu'ils sont tous très originaux. Ce n'est pas uniquement de DCC, le ramener à du porte-monstre trésor, c'est ne pas avoir vu, ne pas voir en fait le potentiel en fait de John Crow classique. Tous les modules en fait sont vraiment typés et très intéressants. Par exemple, là vous avez le Fenel, le niveau 0, navigateur sur une mer sans étoiles. Ce que vous faites là, avec des niveaux 0, dans un autre jeu, vous ne le ferez pas avant le niveau 7 ou 8. Vous allez affronter un seigneur du chaos, par exemple, dans celui-là. L'avantage, c'est que ils sont tous faits pour un certain niveau, comme on faisait avant. Ce module est prévu pour 4-5 joueurs, 4-5 personnages, pas joueurs, personnages, ou 10 personnages de niveau 2, 3, 3, 4, etc. Comme se faisait en fait dans les bons vieux modules de donjon. Alors que maintenant, en fait, on sort beaucoup des 3 séances max, même beaucoup de modules, nous on les a terminés en une séance, et tous en fait sont quand même assez, assez originaux, assez uniques. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment du beau boulot. C'est rafraîchissant, moi je trouve. Et les cartes politiques d'édition de dire on sort des modules pour niveau 1, 2, 3, 4, 5, etc. Moi j'adore ça, quoi. C'est ce qui manque pour moi dans la politique d'édition de Wizard. Faire que des campagnes niveau 1 Schnurf, au bout d'un moment, moi je vois pas trop l'intérêt. Mais enfin, après chacun trouve son bonheur là où il veut. Je vais vous montrer deux trois cartes de ces modules. Alors concernant les cartes, voilà, je vais vous montrer quelques-unes. Celle-là, c'est la carte du navigateur sur une mer sans étoiles. Et ce que j'aime beaucoup, effectivement, une carte tout à fait classique, mais tous ces dessins autour, en fait, qui sont vraiment un bonus, sont vraiment enfin moi, je trouve ça d'une beauté extraordinaire, quoi. Des choses qui tombent, c'est pas grave. Voilà, pareil. Donc vous voyez, tous ces enluminures, moi j'appelle ça des enluminures de cartes, sont vraiment très chouettes. Donc je vais vous montrer quelques-unes d'autres. Regardez celle-là, la, la citadelle du roi cornu. La citadelle du roi cornu, c'est pas beau? C'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Vous n'avez pas ça dans la plupart des jeux qui existent. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ce genre de plan pour c'est simplement des plans en fait. Quoi La tombe du manoir. La tombe du manoir. Pareil. Toujours. Enfin, bon, voilà. Je pourrais vous les faire tous. Là, on est quoi? Alors ça, c'est des aides de jeu. L'oasis flottante de la divinité céleste. Regardez ça. C'est quand même chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, effectivement, enfin, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais peut-être taper dans le fanboy si je continue. Donc, on va arrêter là. Enfin, bref, vous aurez compris. Moi, j'adore. Voilà. Voilà. J'arrive au bout de mon blabla sur DCC. Vous aurez compris, j'adore ce jeu.
Pour moi, c'est une référence dans le Medfan, c'est quelque chose à découvrir. C'est vraiment une alternative à Donjons et Dragons, hein. Même pour les débutants, ça marche très bien. Les règles sont très simples, sont même plus simples en fait que des D5, hein. Et le matériel existant en français est certainement, il y en a même plus en fait. Quand vous regardez le nombre de modules qui sont sortis, vous avez plus de matériel pour DCC que pour Donjons. Euh, enfin bon, DCC, un jeu à découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est chez Aquileos, en français. Et je vais arrêter là, je pourrais faire 3 heures de vidéo sur ce jeu, il y a beaucoup de choses dont je vous ai pas parlé, hein, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Mais franchement, DCC, au moins, trouvez un maître de jeu, jouez avec, essayez-le, franchement, essayez-le. Tout ce que vous risquez, c'est que vous risquez d'adorer ça. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et si d'aventure cette petite vidéo vous plaît, un petit like, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça motive un peu pour la suite. Merci beaucoup et bonne journée.